Situé au Bourget, le musée de l'air et de l'espace est l'un des plus anciens musées aéronautiques au monde. Depuis 1921, il conserve les collections d'aérostation, d'aéronautique et de l'espace. Il retrace l'histoire de l'aviation, des premières machines volantes jusqu'à la conquête spatiale. Nous avons rendez-vous avec Marie-Laure Griffaton, directrice du département scientifique et des collections, pour faire un pas au musée. La richesse des collections du musée est tout à fait importante puisque nous avons eu la chance que dès le lendemain de la Première Guerre mondiale, le capitaine Albert Caquot va se préoccuper de créer un conservatoire pour l'aéronautique. Il voulait conserver en fait toutes les techniques aéronautiques et de l'aérostation. Il savait que c'était un développement qui allait se faire dans les années. Donc Albert Caquot va développer cette idée en la proposant au ministre de la Guerre. C'est ensuite en 1921 à Chalais-Meudon que le musée va ouvrir sous l'impulsion du ministre Laurent Hénac. Donc le musée va réouvrir au public de façon très régulière en 61-62 et il va rester jusqu'en 81 à Chalais-Meudon, notamment au niveau de quelques réserves. Et parallèlement, le musée va être transféré au Bourget sur le lieu de l'aéroport historique. On commence le parcours évidemment par la découverte des premiers envols et des mythes également d'Icare. Donc les premiers envols ont eu lieu à partir de 1783 en région parisienne, notamment à Versailles, puis au château de la Muette. Donc ça a été vraiment un moment tout à fait exceptionnel de l'histoire de l'humanité, puisqu'il y avait depuis l'origine des temps cette aspiration à voler. Et pour la première fois, ça se concrétisait grâce aux frères Montgolfier, les fameux fabricants de papier du côté d'Annonay. Mais très vite, on va se rendre compte que la difficulté des montgolfières ou des charlières, c'est-à-dire des ballons gonflés avec de l'hydrogène, c'est qu'on peut très mal maîtriser en fait leur déplacement, puisqu'on ne peut jouer que sur l'attitude et on est tout à fait soumis au vent. Il a donc été important assez rapidement de trouver des systèmes pour pouvoir diriger ces ballons. Cette hélice d'une dimension vraiment majestueuse et tout à fait étonnante. C'est un dispositif technique tout à fait remarquable qui pouvait aller dans un sens et dans un autre, ce qui permettait aux dirigeables de reculer, ce qui était évidemment très pratique pour le rentrer à l'intérieur de son hangar. Ensuite, on va continuer, on va s'acheminer vers les aéroplanes. Donc il y aura les premières tentatives, notamment de Clément Ader, mais la difficulté était qu'il avait choisi la technologie du moteur à vapeur qui est évidemment très lourd et pas du tout adapté au vol. En fait, toute l'histoire de l'aviation va être tournée vers le fait, au début du moins, de trouver des moteurs les plus légers possibles pour alléger l'ensemble du poids de l'aéroplane. Clément Ader va se décourager parce que visiblement les militaires ne croyaient pas du tout à son invention. Donc lui-même abandonne ses projets, mais ils vont être pris par plusieurs militaires, notamment le capitaine Ferber à Chalais-Meudon. Et c'est la première fois qu'on va véritablement avoir des démonstrations en public tout à fait probantes de vol. C'était en 1908. Et bien sûr, après, les vols vont continuer à se développer au fur et à mesure pour arriver, notamment juste avant la Première Guerre mondiale, à un avion qu'on appelle le Déperdu Saint-Monocoque qui va quand même déjà à plus de 200 km à l'heure. Donc en fait, on peut voir que très très vite, les progrès se sont faits. Au début de la Première Guerre mondiale, les militaires ne croient pas du tout ou très très peu à l'aviation. Ils vont l'utiliser uniquement comme outil de reconnaissance. Et puis petit à petit, ils vont se rendre compte qu'avec les progrès de la technique, ça pourrait être utilisé de façon beaucoup plus offensive, notamment pour les bombardements.
On va d'ailleurs développer, à l'époque c'est notamment Roland Garros qui va trouver le moyen d'éviter en fait les dangers du tir à travers l'hélice, puisque au début les balles en fait ricochaient sur l'hélice, qui pouvait être très dangereux, et là il va trouver un système pour interrompre en fait le tir des mitrailleuses au moment en fait du passage de la balle. Dans les avions un peu majeurs, il y a notamment le Breguet 14 qui est un avion construit avec une armature métallique en duralumin. C'est un nouveau matériau constitué en partie avec de l'aluminium qui était en fait nouveau et très, très performant pour les avions parce que assez léger. Et bien qu'il ait évidemment un entoilage ensuite en toile peinte, il y a vraiment toutes ces structures en aluminium. Alors les Breguet 14 ont été développés à un très grand nombre, utilisés par quasiment toutes les armées alliées à partir de 1917. C'est un avion qui était très costaud, résistant, qui pouvait aller assez vite et à une certaine altitude. Donc ça a été particulièrement efficace pendant la guerre. Dans cette partie, on va évoquer aussi bien sûr les grands hommes et les as. Je pense notamment à des gens comme Guillemer et la fameuse escadrille des cigognes. Et puis on voit un certain nombre de costumes et d'uniformes. C'est très émouvant, si on peut dire, parce qu'on voit à travers les bonnets, les pelisses, les fourrures, les écharpes, les lunettes ou autres, on comprend à quel point non seulement le combat était un facteur de danger et de stress particulier, mais les conditions de vol à l'époque, puisque les aviateurs n'étaient absolument pas protégés, il n'y avait pas du tout de cockpit comme maintenant, en fait les conditions étaient assez terribles, dans des conditions de froid, évidemment on volait un peu partout, tous les temps en période de combat, donc c'était quand même assez redoutable, et je pense que ces uniformes font bien prendre conscience de cette difficulté. Alors dans l'entre-deux-guerres, c'est vraiment la période où on va commencer à convertir en fait un certain nombre d'avions. Il faut imaginer qu'après la Première Guerre mondiale, il y avait énormément d'avions de guerre qui n'avaient plus d'utilité, donc certains ont été transformés. Et puis c'est surtout la période des grands raids. Alors on connaît bien sûr tous le fameux raid de Lindbergh de Paris-New York, mais on a connu aussi au Bourget l'inverse, si on peut dire, puisqu'en 1930, Coster-Bellonte vont décoller du Bourget et aller jusqu'à New York en à peu près 37 heures. Là aussi, c'était un exploit puisque les vents en plus sont plus difficiles, en fait, ils sont au contraire. Et c'est un exploit absolument majeur à l'époque. On a d'ailleurs le fameux Breguet 10 super bidon, tout simplement parce qu'il fallait rajouter en fait du carburant dans ce type d'avion. Et il s'appelle aussi le point d'interrogation. Il y a d'ailleurs ce fameux point d'interrogation dessiné sur la coque, puisque au départ, le commanditaire de ce raid n'avait pas voulu se faire connaître. En fait, c'était un parfumeur, mais qui, peut-être dans l'incertitude du voyage, avait préféré garder une sorte d'anonymat. Et vous voyez que sur son fuselage, il y a toute une série de décors. Alors le point d'interrogation, mais aussi toutes les villes du Tour de l'Amitié, puisque bien évidemment, une fois que l'avion a atterri avec une réception triomphale à New York, les gens ont souhaité le voir. Donc il a fait toute une sorte de tour du monde de plus de 19 000 km pour présenter l'avion, et on retrouve toutes les villes sur ce fuselage, avec par ailleurs tous les records qu'il a battus, puisque le record Paris-New York n'était de loin pas le seul. Le Breguet 19, c'est vraiment l'avion des records et des raids pendant la période de l'entre-deux-guerres. À l'époque, on essayait de montrer en fait par les raids et par les records de kilomètres en ligne droite sans escale à quel point les avions étaient performants et à quel point ils étaient résistants. Puisque c'était bien sûr une des craintes des voyageurs au début, c'est que l'avion, par exemple, ait une panne, ne soit pas fiable, et il fallait absolument montrer aux passagers potentiels qu'il n'y avait peu de difficultés et que les avions pouvaient franchir des distances énormes. On a une pièce aussi très étonnante, c'est le train d'atterrissage de l'Oiseau Blanc.
L'Oiseau blanc, c'est l'avion avec lequel Gesser et Colli avaient voulu auparavant traverser l'Atlantique. Mais malheureusement, leur avion a disparu en mer et le fait que nous ayons encore le train d'atterrissage qui en réalité a été le train de décollage s'explique juste parce qu'il fallait que l'avion soit le plus léger possible pour l'arrivée aux États-Unis. Donc il avait été prévu depuis l'origine que le train d'atterrissage serait largué très peu de temps après le décollage. Donc c'est vraiment le seul élément authentique qu'il nous reste. C'est d'ailleurs une énigme de ce qu'est devenu le fameux oiseau blanc. Dans la salle de la Seconde Guerre mondiale, le visiteur peut retrouver différents types de collections. Alors d'abord, les V1, c'est ces fameuses bombes qui étaient larguées à distance pour pouvoir bombarder notamment l'Angleterre. Et puis on retrouve plusieurs avions tout à fait emblématiques, le De Wattin 520, le Spitfire, le Dakota surtout, qui est un des avions visitables, qui est un des avions utilisés pendant le débarquement et dans lequel il y a toute cette fameuse ambiance de guerre et du débarquement qui est si typique. Donc on est un petit peu plongé dans ce contexte de la Seconde Guerre mondiale avec à la fois un certain nombre d'innovations, mais surtout des usages tout à fait intensifs, notamment pour les combats, pour les évacuations, et le rôle tout à fait majeur qu'a eu l'aviation pendant la guerre, que ce soit au moment de 1940 ou pendant la bataille d'Angleterre et toutes les batailles aériennes qui ont eu lieu à ce moment-là. Le visiteur poursuit sa visite à travers l'histoire de l'aviation dans les espaces du musée. Il découvrira notamment la salle consacrée au mythique Concorde ou celle sur la conquête spatiale. À l'extérieur, le tarmac est, lui, consacré aux appareils civils et militaires. Grâce au boarding pass, il est notamment possible de visiter le célèbre Boeing 747. Le musée de l'air et de l'espace vous accueille du mardi au dimanche, de 10h à 17h, pour faire un pas au musée.